Il a expliqué qui étaient les PNL makers, quoi. Faut se méfier des étudiants parfois. On peut- Oula, oula là là là. Évitez de tutoyer vos jurys, c'est pas vos copains. Bon, ça fragilise quand même un petit peu le candidat. Hein, Ou alors faut être très très solide. c'est plutôt se tirer une balle dans le pied. Bon, là, contresens total. C'est insupportable. Alors, avant de t'asseoir, je vais te proposer de venir prendre un mot dans la boîte mystère. Ok. L'idée, c'est de l'inclure dans ta présentation. Ok, très Donc, bien. tu peux piocher ce mot. Je t'invite à le montrer aussi à la caméra. Alors, avant de commencer ta présentation, je vais rapidement te rappeler le déroulé. Bon, clairement, rouge, c'est le mot à bannir en salle des marchés. Ça veut dire marché bearish, on n'aime pas du tout. Donc pas un mot évident à mettre dans sa présentation. On va voir comment il va s'en sortir. Cet entretien. À gauche, nous avons ton CV. À droite, nous avons une grille d'évaluation. L'entretien se décompose en 3 parties. Une première partie sur le fit, une deuxième partie sur la macroéconomie et la culture générale financière, et une troisième et dernière partie sur la partie technique. Très bien. Lorsque tu es prêt, tu peux y aller. On t'écoute. Parfait. Donc, je m'appelle Elie Mazalré, j'ai 23 ans. Après 2 années de classe préparatoire au lycée Pierre de Ferme à Toulouse, j'ai intégré l'EDEC. Donc j'ai suivi un parcours finance, et donc je vais rentrer en M2 pour me spécialiser en finance de marché. J'ai effectué une année de césure que je viens de finir. Donc la première c'était chez Cassib en structuration, donc en taux et crédit. La deuxième aussi en structuration, chez Natixi cette fois-ci en equity derivatives. Donc c'est 2 stages qui m'ont beaucoup plu parce que j'ai beaucoup appris sur l'aspect technique des produits financiers. C'était principalement des produits structurés qu'on vendait. C'était intéressant justement de comprendre tout l'aspect technique derrière. Alors, petite remarque rapidement sur ce candidat. C'est un des candidats les plus capés hein, en termes de stage et d'expérience. 2 gros stages en structuration. Il faut savoir que la structuration, c'est connu pour être l'un des stages les plus techniques. Donc, on s'attend à un gros niveau. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle on a aussi des exigences qui sont plus hautes, plus élevées, puisqu'on a aussi un candidat qui est plus expérimenté que les autres candidats qu'on a eus. Absolument. Alors, le métier de structureur, pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est un des 3 ou 4 grands métiers de la salle. Donc, disons qu'il y a 4 grands métiers du front office. C'est le métier de sales, c'est-à-dire le contact client, le métier de trader, la gestion des risques, le métier de quant, c'est le métier de façonnage des outils et des modèles, pour simplifier. Et le 4e grand métier du front, c'est le métier de structureur. Structureur, c'est essentiellement faire du pricing, donc notamment tout l'avant-vente avec le sales. C'est accompagner les sales pour concevoir les meilleures propositions commerciales vis-à-vis des clients. C'est aussi innover. Une grande partie de l'innovation se fait chez les structureurs et vous verrez parfois dans les annonces, petite astuce, parfois structureur, parfois pricer, c'est écrit, ou ingénieur financier. C'est plus ou moins la même chose. Et j'ai aussi accroché avec l'ambiance de la salle de marché qui nécessite d'avoir une certaine gestion du stress, d'être dynamique, de montrer qu'on va de l'avant, qu'on est rigoureux, qu'on est discipliné. Et c'est notamment des valeurs et des compétences que j'ai su développer en gymnastique. Parce qu'effectivement, j'ai fait de la gymnastique artistique et aussi du trampoline au niveau national et international. Et justement, quand on est un peu dans le rouge, parfois, avoir ces compétences-là nous permet de nous dépasser, justement, de pas Ça va. C'était pas mal. Il est bien placé. Il est bien Très placé. bien placé même. se faire dépasser, quoi. Voilà. Et je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Et c'est dans cet esprit que je suis actuellement en train de faire la piscine de l'école 42, donc qui est un mois intense pour apprendre à coder en langage C. Et donc, je suis en train de le faire actuellement et ça m'aidera aussi, j'en suis sûr, pour la finance de marché. Et je suis devant vous ici pour défendre les couleurs de l'EDEC dans The Finance Game. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la présentation? Alors, très intéressant parce qu'il n'est pas redondant vis-à-vis de son CV, ou pas trop. Il met les 3 exergues essentiels de son parcours, qui le valorisent beaucoup, bon, aux côtés de son école d'excellence, bien sûr, la vraie école des PNL makers. Ses stages, qui sont extrêmement pertinents. Son expérience de sport de haut niveau. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire face à ça, à part être admiratif. Et puis le 3e, et ça, c'est vraiment, vraiment une très belle chose qu'il ait fait ça, il a entrepris par lui-même une formation complémentaire, comme il a une formation d'école de commerce, en code, et le code est aujourd'hui prépondérant. Conseil pour vous, apprenez, que vous soyez en école d'ingénieur ou en école de commerce à l'université, apprenez le Python, apprenez le VBA, ayez de bonnes bases, et je sais qu'il existe de très bonnes formations pour ça. Notre partenaire en propose d'ailleurs, non? Ouais, exactement. Avec Derivatives, vous allez pouvoir vous entraîner, que ce soit sur Python ou sur du machine learning. Donc, que ce soit des profils ingénieurs, type NSAE, Centrale, on a énormément d'étudiants qui sont issus de ces écoles-là, mais également des profils d'écoles de commerce où on va reprendre les bases en Python et on va pousser en machine learning avec des cas d'application, avec des exercices et surtout en comprenant la logique d'entretien, c'est-à-dire les questions et les cas d'application que vous allez pouvoir rencontrer lors de vos entretiens. N'hésitez pas justement à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou à vous rendre sur le lien en description pour justement vous préparer en entretien. Et le 2e lien, vous trouverez le numéro de téléphone de Ziad.
À la base, ce n'était pas du tout prévu, mais en discutant avec la prod, la réal, le jury, on s'est dit qu'on devait absolument mettre en place ce projet, et durant cet épisode, on va vous faire une grosse annonce qui vous concerne directement et qui est évidemment liée à The Finance Games. On vous explique tout ça dans quelques instants, donc bon visionnage. Merci Elie pour ta présentation très complète. Donc moi, je voulais savoir initialement pourquoi tu t'es dirigé vers la finance de marché. Tu as un profil assez commercial, donc l'EDEC, une école que je connais bien puisque je suis diplômé de cette école également. Pourquoi aller en finance de marché? Quelles ont été tes motivations? Alors mes motivations, ça a été que déjà pendant ma classe préparatoire, j'ai Voilà, encore une fois, une question classique. On assiste à une très bonne présentation, et là, j'attends une vraie réponse. La réponse classique, hein, c'est « j'aime les maths ». Donc là, on va voir ce que Ce n'est pas forcément la meilleure. Parce que en finance de marché, c'est quand tu es trader, sales ou structureur, si t'aimes les maths, faut pas faire ces 3 métiers-là, en vérité. Donc, comme tu l'as dit, j'ai fait une classe préparatoire pour les écoles de commerce, mais il y a quand même des mathématiques. Et j'ai beaucoup aimé cette composante-là, et on ne la retrouvait pas en première année d'école de commerce, justement. Et j'ai voulu m'orienter vers un milieu qui avait une composante mathématique et qui avait aussi un peu un esprit de compétition et de motivation, voilà, de motivation dans ce qu'il fallait apprendre. Donc, j'ai eu la chance que l'EDEC, justement, ait un campus spécialement dédié à la finance, et la finance de marché collait beaucoup plus avec ce que j'aimais faire que la finance d'entreprise. Je trouve que la réponse, c'est assez dommage, c'est assez plat. Le candidat a fait du trampoline de haut niveau, il parle d'esprit de compétition. Voilà, ça différencie énormément le candidat s'il met en relief cet esprit de compétition qu'il a fait tenir pendant ses études grâce à la gymnastique, qu'il retrouve en finance de marché. Et là, on sent pourquoi il est là. Après, bon, il parle de composantes mathématiques. J'ai bien aimé le terme. Composantes mathématiques, c'est tu viens pas pour les maths, mais pour justement un petit aspect matheux qui est vrai. On le retrouve un petit peu. Donc, je reste sur ma fin. Alors, très bien. Dans ton CV, je vois que tu as parlé des produits hybrides. Oui. Bon, comme tu le sais, aujourd'hui, on a un grand spécialiste des produits hybrides, l'un des plus gros P&L makers qui connaît très bien les produits hybrides. Donc, je pense que la question naturelle, c'est de savoir ce qu'est un produit hybride et ensuite de nous donner un exemple de produit hybride que tu as pu voir durant ton stage. Très bien. Un produit hybride, c'est un produit qui a plusieurs composantes, enfin qui a des sous-jacents de plusieurs composantes. Donc on peut par exemple avoir un sous-jacent equity et aussi un sous-jacent, par exemple, taux. Donc on va voir typiquement, si on fait un produit très simple, on peut avoir un produit qui dure 1 an, où on a un coupon de 10%, supposons, si le SX5E est au-dessus de son niveau initial au bout d'1 an, et si un indice de taux, par exemple le CMS, est en dessous d'un certain niveau qu'on a également prédéfini, et si ces deux conditions sont validées, le client touche un coupon. Donc ça, c'est un produit hybride, puisqu'on a deux conditions qui rentrent en compte. Et par exemple, un swap Oui. qui donne 50% de la perf 1 an du SX5E, plus 50% de la perf du CMS, c'est un produit hybride Que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Un swap qui paye 50% de la perf 1 an du CMS et plus 50% de la perf 1 an du SX5E. J'ai trouvé ta question très pertinente. Je pense que c'est... Non, Merci. non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'y avais pas pensé. Finalement, et on l'apprend au début en théorie du portefeuille, si vous avez en portefeuille une option sur du fixed income, une obligation, du forex et puis des turbos sur les matières premières, vous n'êtes pas un trader hybride. Vous Oui, avez non, mais juste c'est différentes vrai. composantes. L'hybridité d'un produit provient du fait qu'il y a une corrélation en jeu dans le résultat final entre les deux. Si peuvent évoluer de manière dissociée, ce n'est pas un hybride. Alors pour moi, ça va être un produit hybride, effectivement, puisque en fait, ce qu'on va recevoir va dépendre des niveaux du SX5E et des niveaux du CMS. Non. Pourquoi? C'est moi qui vous pose la question. Je reçois la performance du SX5E et la performance du swap. Pour moi, je suis indexé. Si le trader hybride n'est pas là et que vous avez ça à hedger, vous le donnez à qui? Pour moi, s'il reçoit les deux, il y a deux choses à hedger, mais je le donnerai à l'equity. Mais je sais pas. Pour moi, il touche les deux. Du coup, il y a deux Si vous êtes composantes. sales et que vous donnez ça à l'equity va vous le renvoyer en disant pourquoi tu me fais hedger du CMS. J'ai un produit toi. Honnêtement, je l'ai pas comme ça. C'est simple, cherchez pas la complexité. C'est un produit linéaire, une somme. Ouais. Donc, De deux performances. voilà. Oui. Donc, on va vous donner 50% de nominal à un DS, Ah oui, 50% à 50% à l'autre. l'autre, Donc, ok. c'est pas un hybride. Ok. Vous voyez ici, il n'y a pas de corrélation parce que simplement vous décomposez votre produit, c'est la somme de deux produits, vous donnez la moitié de votre nominal à une première équipe qui est spécialisée dans une classe d'actifs, la moitié du nominal à une autre équipe, personne n'a parlé à personne, vous faites finalement la moyenne de vos deux produits et vous avez le prix. Ça devient hybride quand vous avez de la corrélation, c'est-à-dire quand vous avez notamment une optionnalité sur la somme. Là, ça devient hybride. C'est une subtilité, on met souvent du temps à le comprendre, notamment parce que la corrélation et les produits exotiques, c'est beaucoup plus rare. Donc rassurez-vous, en entretien, c'est pas si fréquent, sauf si vous allez candidater pour un desk exo, où là, il faut vraiment être bon sur la corrélation.
Sinon, sur la plupart des entretiens, on n'ira pas trop vous chercher sur ces composantes-là. Donc, c'est très bien de comprendre, d'avoir quand même les éléments fondamentaux de réflexion. On ne va pas attendre beaucoup plus. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. Oui, ok, non, c'est vrai. Ok, donc passons à la suite. Donc, on a bien compris ta motivation pour la finance de marché par rapport au fait que tu fasses donc l'école 42 en parallèle d'un été que tu aurais pu avoir. Exactement. Donc ça souligne une motivation. Si on appelle tes anciens maîtres de stage et qu'on leur demande ton plus gros défaut, qu'est-ce que tu penses qu'ils nous diraient? Mon plus gros défaut? Alors, je vous en prie, à cette question, désormais, ne répondez plus jamais, je suis perfectionniste. C'est insupportable. C'est dit. En fait, soit vous êtes vraiment sain, vous êtes parfait, et auquel cas je suis pas sûr qu'il Il faille faire la finance de marché. Soit vous êtes un être humain normal, et il est tout à fait normal, surtout à ces âges-là, d'avoir encore quelques défauts de conception. On en a tous, donc il faut être un peu honnête. Bien évidemment, Qu'est-ce pas que tu donner des répondrais, choses toi, Samy? rédhibitoires. Ah, bonne question, c'est toujours gênant. J'ai tendance à être parfois impatient. C'est ouf. Pareil. Genre, c'est le défaut que je sors. Je suis très Mais impatient. c'est pas un faux défaut, c'est je suis parfois effectivement impatient et professionnellement, ça peut être agaçant parce que quand vous travaillez en équipe notamment, ça aide à aller vite, mais en équipe, on a besoin de prendre le temps Ouais. de s'accorder et donc quelqu'un d'impatient, c'est quelqu'un qui est un peu outlier, outsider d'une équipe. Donc j'essaye de travailler beaucoup sur Ouais. moi parce que c'est un penchant que j'ai un peu naturel depuis tout petit. En fait, c'est ça. Ça peut être une qualité, mais un terrible défaut. De toute façon, je pense que tu le vois avec moi, les projets. Enfin, on s'est appelé hier et je t'ai dit demain, t'es chaud. Moi on ça me fait va très bien. Moi Donc, j'adore. en fait, quand tu te ta rencontres manière de impatient travailler, avec impatient, c'est génial. ça colle bien. Moi j'ai Mais dit go, on ouais, fait, on brief fait, de le minutes, lendemain, on y va. bam. Mais en fait, quand t'es dans une équipe, que c'est beaucoup plus normé, etc., beaucoup plus difficile. Ouais. Alors justement, je pense que ça colle très bien avec ce que tu viens de dire, parce que comme ce que tu as dit depuis le début de l'entretien, comme j'ai un profil plutôt commercial, Et évitez de tutoyer vos jurys, c'est pas vos copains. les compétences en informatique, j'ai pas forcément pu les développer à l'EDEC. Et donc typiquement, dans mes 2 stages de structuration, parfois on avait des tâches où on devait automatiser certains projets. Et justement, c'était plutôt mes co-stagiaires qui étaient issus d'écoles d'ingénieurs qui étaient sur ces projets-là. Et moi, je m'occupais plus du pricing. Et donc du coup, c'est aussi dans cet esprit-là que j'ai décidé de faire l'école 42. Donc je dirais que j'avais un défaut au niveau informatique. Sur cette question, je vous recommande personnellement de ne pas du tout mettre en lumière votre défaut au niveau des hard skills, des compétences techniques. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous dit quel est votre plus gros défaut. C'est pas un défaut d'être moyen en programmation. Donc, ce qu'on va attendre, c'est un trait de personnalité et de dire que vous êtes moyen en programmation en soi. Si on vous demande pas, on saura pas que vous êtes nul en programmation. Donc, en fait, il faut pas entre guillemets le dire. Maintenant, si on vous pose la question, il faut être totalement honnête. Mais vous n'allez pas venir dire, oui, mon ancien maître de stage disait que j'étais pas très bon en programmation, même si c'est le cas. Et en plus, avec la posture que le candidat adopte en disant qu'il fait l'école 42, etc., je trouve que c'est pas nécessaire de dire qu'il y a une lacune en programmation. C'est plutôt se tirer une balle dans le pied. Moi, je pense plutôt qu'il faut se diriger vers des défauts qui sont des vrais défauts. Tout ça pour dire que c'est une question classique d'entretien. Et surtout, s'il vous plaît, faites l'effort de travailler vos qualités et vos défauts. Est-ce que donc tu peux affirmer que tu es très expérimenté au niveau du pricing des autocollés? Alors ça dépend ce qu'on appelle très expérimenté, où est-ce qu'on met la barre, mais j'ai pricé pendant un an des produits autocollés. Ok, bon, donc on va voir ça dans une troisième partie. Je te bien. laisse poser quelques petites questions. Salomon. Oui, en fait, donc Petit coup de pression là quand même. Ah, c'est obligé. Tu fais un an de Ouais, structuration, tu es obligé. Tu t'attends à des questions en pricing et puis elles sont très intéressantes les questions. Donc, Eli, donc tu as dû être exposé à un certain nombre de différentes fonctions, donc structuring évidemment, vente. J'imagine que tu as dû parler aussi à des traders exactement pendant. Donc quand tu regardes la panoplie de fonctions dans une salle des marchés, Oui. vers quoi tu es attiré le plus, ou dans quel endroit tu penses que tu serais le plus adapté? Alors l'endroit sur lequel je pense que je serais le plus adapté à long terme, ce serait le trading, parce que j'ai remarqué que c'était eux en fait qui avaient un peu la décision finale. Enfin, après ça peut dépendre des politiques des banques, etc. Mais c'est quand même eux qui ont la vision du marché et qui, par exemple, vont dire on est capable de faire ça, on n'est pas capable de faire ça. La structuration va apporter des idées de produits qu'ils sont capables de faire, mais si le trading dit bah, moi je suis pas capable de m'edger sur tel ou tel produit par manque de liquidité ou par tel problème, bah, en fait on va pas pouvoir le faire. Et c'est aussi eux qui assurent derrière
la survie économique entre guillemets des trois métiers, des deux autres métiers. Je trouve quand même sa réponse assez honnête. Moi, j'apprécie. Il a expliqué qui étaient les PNL makers, quoi. Non, plus sérieusement. La vérité, c'est que ceux qui nous font manger, c'est les sales. Ouais, c'est les sales, c'est eux qui ramènent le flux, surtout dans une banque. Absolument. Sa réponse, elle est quand même. Enfin, on peut pas lui enlever la pertinence et la cohérence de sa réponse avec ce qu'il a vu en stage, hein, bien évidemment. Après, bon, il avait 3 traders devant lui, donc il s'est un peu couvert, quoi. Alors, justement, alors, quelles sont les qualités d'un bon trader, d'après toi? Quelles sont les qualités d'un bon trader? Alors déjà, je pense qu'il faut être discipliné et rigoureux, puisque en fait, on va devoir gérer des positions avec énormément de stress, où les positions peuvent être grosses, donc générer du stress et de la pression justement vis-à-vis. Alors, on l'a pas relevé, on l'entend à peine quand il le dit, mais il dit rigoureux, tout le monde entend rigoureux, mais personne n'a entendu discipliné. Et on parle assez peu de discipline, mais c'est vrai. Quand on est trader, on est très encadré par la réglementation, par les normes, par la conformité, par les risques. Donc, il y a beaucoup de départements qui viennent encadrer la pratique. On gère un périmètre dans le cadre de ce qu'on appelle des limites, et donc on ne peut pas faire ce que l'on souhaite. Et il est désormais absolument intoléré et par toutes les banques de déroger aux règles qui sont en place. C'est ce qui permet ce qu'on appelle l'intégrité des marchés financiers. C'est tout à fait important. Et donc, effectivement, on a souvent des candidats qui fantasment les salles des marchés. C'est pas le cas de ce candidat-là, parce qu'ils ont vu des films de traders. Ils ont une image d'Épinal du trader. C'était les traders des années 80. Ce n'est plus du tout le même profil, les mêmes attentes. Les crises sont passées par là. Il y a une prise de conscience aussi. Les méthodes sont affinées, les marchés sont plus complexes. Ils ont une liquidité qui est tout autre. Cela implique de plus grandes responsabilités. Et donc, on va chercher des profils aussi très mesurés, capables de suivre des règles. Je trouve que c'est rassurant qu'il, justement, émunère les qualités de cette manière d'un trader. Ça montre qu'il connaît le métier et que je pense que durant son stage, il a pu discuter, échanger avec des traders. Donc, très bon point positif. Des vendeurs, des structures qui attendent un certain résultat. Et donc, du coup, voilà, être discipliné dans la gestion. Donc, si on s'est dit qu'on gérait d'une telle manière, en fait, on va gérer de cette manière-là. On ne va pas subir nos émotions, par exemple. On ne va pas se laisser tenter par tel ou tel. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà. Alors ça, c'est le deuxième volet de la discipline, c'est ce qu'on appelle tenir sa pause. Le grand problème, et tous ceux qui boursicotent le savent, c'est on a une vue, et puis finalement le marché fait pas tout à fait ce qu'on imaginait, et puis on réadapte. Ah mais ça baisse, finalement je vais me mettre short. Non, tenez votre vue. Et ça, c'est très difficile. On est tous, même moi maintenant encore, quand je trade pour moi-même, j'ai l'impression de m'être trompé parce que le marché est allé ailleurs. Alors, dans les faits, oui, selon la théorie des marchés, si le marché n'est pas dans la direction que j'avais imaginée, mais parfois, c'est juste un soubresaut. Et si vous êtes capable de vous en rendre compte et que votre vision fondamentale reste la même, vous devez rester serein. C'est difficile, mais c'est ainsi. Par ailleurs, vous avez forcément, comme vous êtes des vrais PNL makers, traité avec un stop loss. Donc, tant qu'il n'est pas touché, vous gardez votre pause. Merci du conseil. Alors à l'inverse, quelles sont les erreurs typiques qu'un trader ne devrait pas commettre? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de tension se passer dans ton expérience? Alors, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors j'ai aussi vu certaines erreurs parfois qui peut-être un certain manque de connexion avec justement les autres métiers, parce que évidemment c'est le trading qui va qui va assumer la position derrière, mais dans une salle de marché en banque d'investissement, il y a des contraintes aussi de vente, de création de produits, qu'est-ce qu'il faut pousser à tel client, pourquoi on est sur ce business, pourquoi parfois c'est important, même si on fait moins de bénéfices, d'absolument vendre ce produit à ce client, parce que si on vend ce produit, on va pouvoir continuer à travailler avec lui, etc. Et ça, certains traders peut-être n'avaient pas assez, manqué un peu ce regard-là, et donc parfois ils disaient non, on fait pas, parce qu'on gagne pas assez d'argent, alors que peut-être que à long terme ça aurait pu plus rapporter. Enfin, en tout cas de ce que j'ai vu, voilà. Ah mais là, on voit qu'il a une belle expérience quand même, parce que ça, c'est des choses justement qui sont vraies. Et il n'est pas tombé dans les généralités de dire qu'est-ce que l'erreur d'un trader. En fait, de reprendre les qualités en mode ouais, manque de discipline, manque de rigueur. Ce que j'ai bien aimé dans sa réponse, c'est cas d'illustration concret en mode non, je veux pas traiter ça parce que, entre guillemets, ça m'ennuie d'avoir ça dans mon book, alors qu'en vrai, ça peut faire du business en plus et ça peut faire beaucoup d'argent. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire typiquement la plus grosse fise que vous avez pris sur un autocall? Non, je peux pas dire. Bonne réponse. Tu m'as fait peur. Hein. Très professionnel. Bon, moi, c'était une petite question test. En parlant de fees, est-ce que tu peux me dire la totalité des marges, pas quantitative, hein, lorsque finalement on vend un produit financier, prenons un autocall, quelle est la totalité des marges et du PNL généré? Comment se décompose le PNL? C'est-à-dire où est-ce qu'on fait du PNL? Et vraiment, imagine toutes les composantes du PNL pour la banque. Le PNL, Profit and Loss, c'est, si vous voulez, l'argent, la marge qui est générée par la vente d'un produit. Et vous verrez, il y a différentes composantes de cette marge. En réalité, une salle des marchés, c'est comme une petite usine avec différentes étapes. À chaque étape, on ajoute de la valeur. Je suis CEO. Que pour la banque. Je suis CEO de l'entreprise, CEO de ta banque. Oui. Voilà, tu as vendu un autocall. Quel est tout le bénéfice que je peux réaliser? Well done pour le poste. CEO.
Donc l'ensemble des composantes de la marge, donc Ouais. c'était ça la question. Ouais. Donc alors déjà quand on vend un produit structuré, on va avoir une marge qui va être upfrontée. Donc c'est-à-dire que par exemple on va vendre un produit qui a une valeur de 98, on va vendre ce produit-là à 100. Donc déjà on aura une marge instantanée de 2%. Après on va avoir d'autres marges qui résident, Comment on appelle cette marge? C'est quoi la nature de cette marge? Qui la prend? c'est le trading. D'accord. En fait non c'est plus les sales, pardon, parce qu'en fait on va vendre, non c'est les sales. Donc comment elle s'appelle cette marge? La commercial margin. Donc, Ça la marge dépend commerciale. de la marge Voilà, on met une marge commerciale. Et c'est pas forcément upfront. On peut décider de faire zéro upfront que du running. Mais disons Oui, que tu as la oui. première composante. C'est vrai, mais ok. Donc on a cette première composante. On peut dire aussi le X Exactement. En opposition du Y. qui va arriver tout de suite. Là ensuite on va avoir, en fonction des produits qu'on a, notamment dans les produits exotiques, en fait on va avoir certains pricing qui sont effectués d'une telle manière qui répliquent en fait des options qui n'existent pas dans le marché. Donc en fonction de comment le trading arrive à répliquer ces options-là, on va pouvoir dégager de la marge ou pas justement. Et ça peut faire aussi partie des qualités d'un bon trader, gérer les spreads, etc. en fonction des produits qu'on a. Bon là, ce qu'il explique, pour donner un peu plus de contexte et de profondeur, c'est que lorsqu'on vend un autocall, donc un produit structuré, la grosse problématique d'un trader exo, c'est de couvrir parfaitement le risque. Or, par définition, le risque ne peut pas être couvert parfaitement. Donc, on va devoir mettre en place une stratégie de couverture qui est assez intelligente, qui est dynamique et qui à la fois couvre le risque, mais également génère un profit. Et c'est là toute la difficulté du trader exo, puisque la réplication parfaite de ce produit-là via des options n'est pas possible. Et c'est ce qui différencie le trader exotique, qui gère des produits avec des risques non linéaires, des traders flow, qui vont justement pouvoir répliquer parfaitement ce qu'ils vendent. En d'autres termes, vous êtes un trader flow ou vanille, vous vendez des futurs, des swaps, donc des produits linéaires ou des options simples. Vous pouvez trouver ces mêmes instruments sur le marché. Et donc, si vous en avez vendu, il suffit d'en racheter. Vous avez annihilé votre risque. Quand vous traitez un autocall, un produit exotique, plus complexe, vous ne trouverez pas sur le marché quelqu'un qui va vous reprendre le même produit. Et donc, vous êtes obligé de le décomposer en risque simple. Et de cette décomposition, effectivement, vient de l'espace pour gérer un risque. Et ce risque spécifique, comme vous prenez un risque, vous le faites payer. Exactement. Et donc le but, c'est de le monétiser. En tout cas, si vous souhaitez vraiment comprendre la totalité du fonctionnement des produits structurés et des produits exotiques dans leur globalité, encore une fois, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou à cliquer sur le lien en description. Vous aurez accès à un appel gratuit où vous bénéficierez des conseils pour préparer au mieux vos entretiens en finance. Donc ça c'est une composante importante. Donc que le trading gère bien ces risques-là. Comment elle s'appelle cette marge, cette composante? Comment on appelle ça? Enfin, eux, ça dépend des banques, comment ils appellent ça. C'est toi Technical margin. Ouais, la tech. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Et si on est CEO d'une banque, enfin n'importe qui, mais il y a aussi d'autres composantes importantes, notamment le funding par exemple, qui va pouvoir, qui va valoriser plus ou moins un produit structuré. Donc plus le funding est haut, plus la valeur du produit structuré baisse. Rapidement, un petit mot sur le funding. Le funding, c'est propre à chaque banque. Chaque banque a un funding différent. Ce que vous pouvez considérer comme le funding, c'est le financement, à quel taux la banque va se financer. Et donc, ça joue énormément lorsqu'on émet une dette ou une note liée à la banque. Ça va jouer énormément sur le prix du produit final. En fonction de la banque, si vous êtes une banque, par exemple, très, très, très bien notée par les agences de notation, eh bien, vous allez avoir un funding très bas. Et donc, vous allez avoir très peu de place pour de l'optionnalité dans vos produits. Tandis que si vous êtes une banque qui est jugée, entre guillemets, plus risquée par les agences de notation, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de place pour votre optionnalité. Puisque l'obligation baisse. Et donc, je dirais cette composante-là. Le funding, c'est de la marge pour la banque? Non, le funding, c'est pas de la marge pour la banque. Mais oui, c'est vrai, pardon, ça répond pas à la question exacte. Quelles sont les autres marges? Il y a une marge sur le funding. C'est quoi? Il y a une marge sur le funding. Tu traites à mid ton funding quand tu vas te hedger sur un desk de trading? Non, enfin la trésor, j'imagine qu'elle prend un spread parce que j'ai pas bossé avec la trésor, mais effectivement, elle doit sûrement se prendre un spread de funding. Donc oui, ils se prennent des frais de. Enfin, spread même, oui, pardon. Donc il y a l'aspect exotique où on va gérer le spread, mais d'écartement des barrières. Et sur chaque produit qu'on va vendre, acheter, on va prendre aussi un petit spread d'exécution, on va dire. Et par exemple, pour le funding, on peut aussi prendre. Ok. Ça, c'est très intéressant et c'est une question vraiment du niveau du candidat, puisque après un an de structuration, on s'attend à ce qu'il comprenne ce genre de subtilité. En fait, à chaque fois que vous traiterez un instrument financier, aussi simple soit-il, vous trouverez ce qu'on appelle un spread. Un spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Tout instrument que vous traitez sur un marché, que ce soit interne avec des traders de la même institution ou externe avec des traders du marché, vous le traitez jamais à sa valeur réelle, mais toujours à un prix d'achat ou un prix de vente. Si vous êtes vendeur, si vous allez vous funder par exemple, et donc vous allez
empruntez-vous de l'argent, on va vous faire un taux plus élevé, quelle que soit la composante, et même la composante de funding, qui est en fait simplement des taux, vous allez devoir payer un petit spread. Et ce petit spread, en réalité, il est refacturé au client. Donc c'est pour ça que c'est un gain pour la banque. Donc voilà pour l'explication, un peu longue, mais je pense très très utile pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment préparer leurs entretiens en finance de marché. Donc tu as fait un peu de crédit aussi, puisque tu as été hybride, hein. Ah oui. Raise Credit. Donc si je te parle de taux d'intérêt, de crédit default swap, tu vas être très à l'aise. Oui, normalement. Qu'est-ce que c'est un crédit default swap? Un crédit default swap, donc communément appelé CDS, c'est une assurance contre le risque de défaut d'une entité. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, supposons que moi j'ai acheté un bond de Société Générale. Si Société Générale va faire défaut, moi je vais recevoir le taux de recouvrement de Société Générale, donc R. Et je veux, moi, m'assurer que si Société Générale fait défaut, je ne perds pas d'argent. Donc je vais rentrer dans un CDS, donc je vais payer un coupon annuel, mensuel, enfin ça dépend des conditions, mais supposons qu'il soit annuel. Je vais payer des coupons donc annuels pour qu'en cas de défaut, je reçoive 1 moins R. Et comme j'aurais reçu R et 1 moins R, j'aurais reçu 1, donc 100%, donc en fait j'aurais pas perdu de capital. Donc c'est une assurance contre le risque de défaut d'une entité. Alors, l'explication est très claire. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement fin, qu'est-ce que c'est que le fameux R, la recovery? C'est que lorsque vous achetez un titre, quel qu'il soit, une obligation d'État, l'obligation émise par une entreprise, si l'entreprise fait faillite, vous avez toujours des actifs à solder. Au pire, vous vendez les bâtiments. Et donc R, c'est ce que vous pouvez récupérer. Donc quand vous prêtez 100 à quelqu'un, si je prête 100 à Ziad, Ziad ne me rembourse pas, c'est-à-dire il fait défaut. Il a un R, c'est la valeur de tous ses vêtements, plus son micro, plus tout ce que je peux récupérer. Donc en fait, je vais peut-être récupérer 20. C'est pour ça qu'on parle ici de 1 moins R. Et aujourd'hui, que ce soit les CDS ou les swaps de taux, est-ce que ce sont des produits qui se traitent OTC? Alors, juste que je note également sur cette question de qu'est-ce que le CDS, le candidat donne la réponse, théorique, définition, et puis ensuite, il n'hésite pas à l'illustrer avec un exemple. Et ça, c'est très très bien de le faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un autre produit, n'hésitez pas aussi à faire, sans qu'on vous le demande, par exemple, un scénario, il ne faut pas que ça dure 3 minutes, mais un scénario très rapide pour montrer que vous avez bien compris le fonctionnement du produit. Over the counter, ou est-ce qu'on se traite différemment? Alors les CDS se traitent over the counter parce que justement, comme vous l'avez dit, j'ai pu discuter avec des traders. Et oui, justement, j'ai vu comment ils faisaient, donc ils vont sur Bloomberg, ils échangent, etc. Donc oui, c'est over the counter. Donc Natixis traite avec JP Morgan, c'est over the counter. Bah, le CDS qu'on achète, on peut se hedger, oui, en achetant. Enfin, par exemple, si le trader vend une CLN, il va pour se hedger en... Non, j'ai dit CDS. Hein. Oui, mais il va se hedger en achetant un CDS et over the counter, le CDS qu'il va acheter. Et qu'est-ce qui se passe si demain matin Natixis fait défaut alors? Ton CDS il vaut plus rien. C'est quoi le cas de qui à quoi, pardon? Si Natixis va acheter un CDS avec BNP par exemple, ok? Sur qui? Donc une protection sur LVMH, ok? Ouais. Donc Natixis achète un CDS à BNP, et demain matin BNP fait défaut, donc ton CDS il vaut plus rien. Hein, oui, c'est un peu le problème du... Comment tu t'en sors? Comment je m'en sors? Après, je peux faire une boucle infinie en achetant un CDS sur BNP à SocGen, un CDS sur SocGen. D'après toi, pourquoi je te pose la question? Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 quand Goldman avait des CDS sur Lehman, qui les avait achetés à AIG. Donc Lehman fait défaut le fameux septembre 2008. Goldman tape à la porte de AIG et leur dit les CDS sont triggered, je veux mon argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 2008? J'imagine qu'ils avaient trop d'argent à donner d'un coup, ils n'étaient pas capables de délivrer. Donc AIG devait payer des centaines de millions. Et j'ai même vu qu'il y avait des positions où on avait plus que la valeur. Ce que vous venez de dire. Donc je repose ma question, aujourd'hui les CDS se traitent comment? Bah alors du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pas possible parce que justement on serait réexposé à ce cas-là. Depuis 2008, le régulateur américain a fait que la plupart des dérivés de taux et de crédit sont exactement CCP, donc il y a des margin calls tous les jours pour éviter ce genre de problème. D'accord. Tu n'as pas été exposé à ça? Non, j'étais allé voir. Alors, c'est vrai, il y a toujours ces actifs qui se traitent over the counter, c'est-à-dire de gré à gré. Vous appelez simplement une autre banque, vous ne passez pas par un marché, vous lui demandez un prix, vous traitez avec. Il y a des procédés, il y a des contrats qui lient justement de gré à gré les contreparties pour éviter effectivement ça, et vous pouvez tout à fait passer par une chambre de compensation sans être listé. On va considérer qu'un certain nombre d'actifs désormais sont plus sécurisés parce qu'on a mutualisé le risque de défaut. Ça n'en fait pas des produits listés pour autant. Un produit listé, c'est un produit standard. Et il y a des CDS, des indices de CDS très standards, mais il y a aussi toujours la pratique de couverture de ce genre de risque de gré à gré. Donc voilà, c'est simplement le monde a un petit peu évolué, on a un peu hybridé de manière à couvrir des risques qui étaient des risques de risque. Oui. On n'est pas obligé de tout savoir, mais je voulais faire réfléchir sur la notion de risque de crédit. Ça sera ancré. Voilà. Alors maintenant, passons plus sur une petite partie macroéconomie. Moi, j'ai quelques petites questions pour toi. On a parlé d'LVMH. Est-ce que tu as une idée de la valorisation boursière d'LVMH? Alors, la valorisation boursière d'LVMH, je sais qu'ils ont beaucoup baissé. Là, ils doivent être autour de 460. Alors, quand on vous demande la valorisation de LVMH, ce n'est pas le cours de l'action LVMH, c'est vraiment la capitalisation boursière de LVMH. Alors, peut-être que c'est moi qui ai posé une question à interprétation, mais de toute façon, c'est pas grave. Il nous donne la valeur qui était bonne, par ailleurs.
Et ensuite, je pense. Ah non, valorisation, pardon, le titre, excuse-moi, le titre est 460 et la valorisation boursière, je l'aurais pas comme ça. Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, Donc, le lien de l'un à l'autre, c'est prix de l'action fois quantité d'actions en circulation. À ton avis, il est plus gros ou plus petit que le PIB de la France? il est plus petit, Pourquoi? parce que LVMH est inclus dans la France. La capitalisation de LVMH est incluse dans le PIB de la France? Bon, là, contresens total. On mélange tout. Le PIB de la France, c'est la somme des richesses produites au cours d'une année. La valorisation, c'est le prix total de l'entreprise, c'est-à-dire ses bénéfices courants, mais aussi ceux de l'avenir, ceux qu'on anticipe dans les 100 prochaines années. Donc là, on compare des choses qui sont absolument incomparables. Vous pouvez avoir une entreprise, dans l'absolu, dont la valorisation est supérieure au PIB du pays qui l'héberge, parce que simplement, vous allez tenir compte de tous ses actifs courants et en plus de tous ses bénéfices futurs. Alors qu'un PIB, c'est simplement la somme de toute l'activité d'un pays. Mais non, enfin, comme c'est une entreprise française, moi je me dis que le chiffre qu'elle dégage, enfin, c'est pas ça la valorisation boursière. Non, c'est pas ça la valorisation. Honnêtement, je sais pas. Ok. Je sais que le stock se traite aux alentours de 450, mais j'ai pas de. Ok. pas d'idée. Très bien. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre 2011 et 2012? alors là, c'était une petite blague parce que la première fois, j'ai posé la question en mode en 2011. Alors oui, en août 2011, ça a commencé. Et en fait, quand j'ai posé la question, Salomon et toi, vous vous êtes tournés en mode il s'est rien passé en 2011 en fait. D'où le petit rire entre 2011 et 2012. Mais en soi, j'ai rechecké derrière. Ça a vraiment commencé en 2011 en fait. On parle souvent de crise de 2012, par exemple. Oui. C'est pour ça que ça fait tiquer. La situation était déjà tout à fait dégradée. En On avait 2011. les signes avant-coureurs, donc c'est tout à fait légitime. Et par ailleurs, il n'y avait rien d'autre. Donc la réponse était Oui, évidente, c'est ça ça. ne changeait rien. Il y a eu la crise des dettes souveraines. Ok, est-ce que tu peux nous en dire très rapidement un mot? Donc il y a eu des pays qui n'arrivaient plus à rembourser leurs dettes, donc notamment la Grèce dans la zone euro qui a fait paniquer un peu tout le marché. La Grèce a fait faillite, elle n'arrive plus à rembourser Ok. ses dettes. Ok, très bien. Écoute, ce que je te propose pour terminer sur la partie macroéconomie, c'est que je vais te poser quelques petites questions aussi très rapides. Qui est le président de la Fed? Jérôme Powell, Présidente de la BCE? Christine Lagarde. Ministre de l'économie français actuelle? Après cette émission, normalement, tout le monde le connaît. C'est Bruno Le Maire, je sais que ça a changé. Il a marqué. Il est il a très marqué connu, l'esprit, le Bruno Le pauvre. Maire. Éric Lombard. Eric Lombard. C'est Euh, ministre de l'industrie. Non. De l'économie. Non, mais des ok, finances. non, Ok, actuellement, quelle serait selon toi la prochaine décision de la Fed? Est-ce que tu penses qu'ils vont plutôt augmenter ou baisser les taux? Alors, Si tu devais choisir entre les deux, la solution la plus, Alors, il y la a plus probable. la solution l'issue la plus probable, ce serait une baisse des taux, puisqu'il y a une pression très forte, notamment du gouvernement américain par Trump, qui veut une baisse des taux, puisque les taux américains sont encore très hauts. Mais ça tarde à se faire, puisqu'en fait, les États-Unis ont encore une inflation relativement haute. Et donc, le fait de garder les taux hauts permet de préserver contre l'inflation, mais justement, le gouvernement veut relancer plus la croissance et donc baisser ces taux d'intérêt. Donc, je dirais les baisser. Bon, franchement, jusque-là, le candidat est très bon. Il répond de manière assez sereine à toutes les questions. Difficile de le déstabiliser pour l'instant. Donc là, je pense qu'on va très rapidement passer sur la partie technique. Donc c'est le cas. Et là, on va voir un petit peu comment il se débrouille. Ok. Messieurs, je vous propose de passer à la partie technique. Allez, Un petit peu. c'est parti. Alors, moi j'ai une question pour toi. Je vois donc bien évidemment avec ton CV qu'on va passer toutes les questions sur les contrats forwards, les contrats futurs, les options, etc. Puisque je pense que si tu as été sélectionné sur ces deux gros stages, c'est qu'on a forcément évalué tes connaissances là-dessus. Donc moi ce que je te propose, c'est de parler du VAR swap. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais vu, mais j'imagine que c'est que tu swaps deux variances. Bon réflexe du candidat, je ne sais pas. Et ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas censé tout savoir. Vous êtes là pour apprendre aussi. En revanche, j'essaye. VAR, swap, vous reconnaissez swap. VAR, a priori, ça ressemble à quoi en théorie des marchés? À la variance. Swap de variance, je pense qu'on peut commencer à élaborer quelque chose. Et j'ajouterais même que le fait de dire je ne connais pas, moi, ça me désamorce complètement sur le fait de venir le challenger complètement sur ce produit-là. C'est-à-dire qu'il me dit Absolument. oui, je connais, je dis ok, let's go. Absolument. Alors que là, il me dit non, je connais pas, donc il va falloir y aller petit à petit. Très bien. J'imagine. Donc on va raisonner ensemble sur ce Allons-y. produit. En effet, donc le VAR swap, l'idée, comme tu l'as dit, c'est de swapper la variance. Donc tu as une variance, tu as un strike de variance et tu swaps la variance réalisée contre cette variance à laquelle tu as strike. D'accord. Ok. Alors, le fameux swap. On parle tout le temps de swap. Le swap, c'est l'instrument fondamental. Un swap, c'est très simple. C'est tout contrat, et ça peut être très très large, tout contrat qui permet d'échanger deux valeurs. Vous avez des assets swap, vous échangez deux actifs. Un bond contre un autre bond, par exemple. Vous avez des variances swap.
une variance, donc en l'occurrence une historique contre une réalisée. Vous pouvez tout swapper dans la vie, et le swap, c'est un terme très générique. Et ça, il faut bien le comprendre. Selon toi, en equity, Oui. est-ce que tu serais plutôt short ou long delta sur un VAR swap? Bon, en fait, je ne l'ai pas épargné, parce que du coup, je vais poser une question qui est d'ailleurs celle de Thomas Boulmier, l'autre membre du jury, que je trouvais très pertinente et qu'il avait posée à la candidate de Dauphine. Une question pas forcément facile. Et donc là, l'idée, c'était de voir aussi comment il réfléchissait sur la base de « Ok, on s'échange deux variances, une réalisée, une implicite. Est-ce que tu préfères que le sous-jacent sur lequel porte cette variance augmente ou diminue ?» Voilà. Donc moi, je rentre, juste pour être sûr que je comprends bien, je rentre. T'es long d'avoir swap. Je suis long d'avoir swap, donc Ouais. je reçois la variance réalisée et je paye une variance fixe. C'est ça. Donc je reçois la variance réalisée. Donc plus la variance réalisée augmente, donc c'est le sous-jacent, plus je gagne, donc je suis long delta. Non. J'ai envie. Attends. Toi, tu as envie de quoi au niveau de ta variance? Moi, j'ai envie de recevoir plus de variance. Effectivement. Donc je veux que la variance augmente. Tu as envie que la variance La augmente. variance réalisée augmente. D'accord. Mhm. Et donc, par conséquent, pourquoi déjà on parle de delta alors qu'en Bah, fait je sais c'est de pas, la variance? justement, j'ai précipité. Comment tu lirais les deux? Comment la variance- comment tu donc la lirais variance l'évolution de va- ton ouais. spot et la volatilité? Plus mon. Oui, ok, je vois. Enfin, je pense plus mon spot va bouger, plus ma variance va augmenter. Ici, la notion fondamentale, c'est vraiment le fait de parler de l'asymétrie de la volatilité, donc du skew. C'est-à-dire que en equity et dans d'autres classes d'actifs, hein, comme les commodities, mais là on a pris vraiment l'equity puisque comme ça on n'a pas le smile. On parle vraiment de skew, c'est-à-dire que plus le sous-jacent descend, plus sa volatilité implicite augmente. Voilà, donc euh, vraiment la clé de voûte de cette question, c'était de parler du skew. Et pour aller plus loin dans justement la compréhension du skew, dans tout ce qui est volatilité implicite, réalisée, gestion des risques, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous avec le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien à vous rendre dans le lien en description. Vous allez vraiment pouvoir approfondir tous ces sujets de manière à vous préparer efficacement pour vos entretiens. Jusque là, d'accord. Ça, ouais, c'est la Ok. définition de la Non, vola. mais et donc du coup, en fait, que ça. Enfin, oui, je vais avoir une position un peu bâtarde sur le delta qui. Oula, oula, le mot qu'il faut pas dire. Donc c'est vrai qu'on l'a pas relevé pendant l'entretien, mais oui, évitez de dire ce mot. Je pense que voilà, ce genre de mot, il faut complètement le sortir de votre vocabulaire, comme aussi le fait de tutoyer le jury. C'est quelque Ce chose. sont des familiarités, Voilà. on évite. Exactement. Parce qu'en fait, je veux que mon sous-jacent il bouge. En fait, je veux pas qu'il monte ou qu'il descende. En fait, je veux que sa perf bouge. Je veux que sa perf bouge. Aussi, n'hésitez pas à dire les mots dans leur entièreté. Perf, performance. Vous êtes dans un entretien, vous savez pas qui vous avez devant vous. Nous, ça nous dérange absolument pas. Mais si vous avez quelqu'un qui aime le bon français, qui aime bien qu'on ne déforme pas les mots, faites en sorte de vraiment faire attention à votre vocabulaire. Pour Ok. recevoir plus. Et la question, c'était quoi? Quel est le lien? En plus, il a quasiment donné la réponse, il est Ouais. vraiment sympa parce que moi, j'aurais pas formulé de cette Quel- manière-là, mais je vais te donner l'indice puisqu'il a été donné. Vas-y. Quel est le lien en finance de marché entre la vol et le strike et le spot, pardon. Mais plus le sous-jacent baisse, plus la vol augmente. Ça vient d'où ça? Ça vient donc en equity, ça vient du skew. Donc, pour expliquer ce que c'est le skew, c'est qu'il y a une pression acheteuse de put out the money pour se protéger contre la baisse des marchés. Et donc, du coup, la volatilité implicite va augmenter ces strikes-là et à l'inverse, ça va baisser sur la partie droite. Et donc, du coup, plus le sous-jacent baisse, plus la volatilité augmente. Donc merci pour la définition du skew. Maintenant, est-ce que tu es short ou long delta sur un VAR swap? Parce que je suis surtout long delta sur VAR swap, donc j'ai dit. Ben, moi, je veux que oui. Donc, en fait, je veux que mon sous-jacent baisse pour augmenter ma vol. Enfin, ma variance, pardon, pour avoir plus de variance. Donc, je suis short. Ok. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu connais la notion de sticky delta, sticky strike? On va pas rentrer dans la notion de sticky delta, sticky strike. C'est quelque chose d'assez compliqué et c'est surtout vu en trading. L'idée globale, c'est comment on observe ce skew. Est-ce que c'est à delta fixé ou est-ce que c'est à strike fixé? Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir et c'est largement suffisant pour un entretien. Mais pareil, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais. Ok. Est-ce que tu penses que, intuitivement, c'est la même chose si on était en Forex, sur le FX? Alors, non. Non, parce que le skew est propre à l'equity et en Forex, on n'a pas les mêmes. En Forex, on a ce qu'on appelle un smile. Donc, en fait, par exemple, si on a deux monnaies fortes, par exemple l'euro et l'USD, en fait, que l'euro s'apprécie par rapport à l'USD, c'est équivalent à dire que l'USD se déprécie par rapport à l'euro. Et donc, en fait, on va avoir un smile. Donc, du coup, non. Je dirais non. Donc là, C'est pas ton équivalent. delta sensi delta sur un côté un vrai smile en U. Et je dirais que normalement, on n'en a pas, puisque des deux côtés, on part. Enfin, en fait, on veut. Non, mais pardon. On veut que ça. On veut que ça réalise à droite ou à gauche, mais on veut pas que ça. Enfin, on n'a pas de sens, quoi. C'est ce que je veux dire. Et donc? Je sais pas, c'est dur de. J'ai juste été en vol. Je vais être quoi
Je sais pas, enfin par rapport au delta, moi je veux que le delta bouge quoi. Enfin je veux que mon sous-jacent, bouge. Du coup, je suis long. Je sais pas, je suis perdu. On peut passer aux autocolles? Alors, sur cette question, donc, quand tu dis être short ou long au niveau de ton smile, donc on rappelle, hein, le smile a une forme de U, d'où l'appellation smile. Et donc, toi, ta question, c'est est-ce que tu préfères que le sous-jacent augmente ou diminue? On parlait de la volatilité, donc on se fiche. On veut juste qu'il bouge. Donc s'il augmente, la volatilité monte. S'il diminue, la volatilité monte. Ça n'est pas plus, c'était pas plus compliqué que ça. Non, d'abord peut-être une petite transition vers les autocolles. Je dois hedger une position, j'ai vendu un autocall, PDI, moins 30%, mono sous-jacent, standard. Est-ce que, en tant que trader, je peux avoir intérêt à traiter du VAR-swap? Et si oui, long ou short de VAR-swap? Est-ce que je peux avoir intérêt à traiter du VAR-swap? Donc, Ouais, donc là, comme vous le voyez, hein, c'est pas du tout une question avec laquelle généralement on commence un entretien technique sur les autocalls. C'est juste que le candidat s'est super bien débrouillé et on s'est dit on va venir le cuisiner sur des questions très techniques. Donc écoutons sa réponse, d'autant plus qu'on venait de parler du VAR-swap, donc ça s'inscrivait aussi dans la logique et il y a énormément d'entretiens où c'est ça en fait. On va parler de produits et donc on va continuer dans ces logiques-là de produits. Donc écoutons sa réponse. toi tu as vendu un autocall avec un certain PDI, donc le trading il va être long volatilité sur ce produit-là, donc il va vouloir se débarrasser de la volatilité, donc il va vouloir shorter un VAR-swap. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? Oui, en fait, c'était une question qui avait l'air compliquée, qui était relativement simple. Elle visait surtout à comprendre quelle est la position du trading qui a vendu un autocall. D'accord? Et donc, déjà, une fois que vous savez quelle est votre position quand vous vendez un autocall, vous êtes acheteur d'un put, donc vous êtes long volatilité et vous devez revendre la volatilité pour la couvrir. C'était ça le raisonnement. Voilà. C'est ça qui est important. C'est ça, et généralement, donc on va vous donner un peu plus de contexte, mais généralement, lorsque vous vendez un autocall, vous êtes long du PDI, donc le trading est long du PDI, et par conséquent, vous devez hedger le Vega de ce PDI-là. Donc généralement, ce que vous faites, c'est que pendant la durée de vie de l'autocall, vous allez ce qu'on appelle vendre des puts entre la barrière et le strike, donc ce qui vous permettra justement d'aplatir la forme du Vega du PDI qui est générée par justement la position long. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un floor en taux d'intérêt trading? Un floor en taux d'intérêt, c'est une protection contre la baisse d'un taux. C'est un peu l'équivalent d'un put en equity. Donc en juin 2020, j'ai un client polonais qui m'appelle et il me dit je veux vendre un floor sur les taux polonais à strike à 0%. Pourquoi est-ce qu'un client aimerait faire ça? Lui, il veut vendre un floor, donc c'est-à-dire qu'il va encaisser une prime, et si le sous-jacent baisse, il va devoir lui payer, sauf que si le sous-jacent baisse, c'est négatif, donc il va payer et il reçoit. C'est ça que vous voulez me dire, enfin c'est un peu contre-intuitif. Donc qu'est-ce que le client exprime en réalité comme vue? En vendant un floor, Vendre un floor. il estime que les taux vont monter. Donc autrement dit, si le strike c'est 0%, il pense que les taux ne vont jamais Être en dessous de 0, enfin ne jamais devenir aller négatif. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui se passait en 2020 à l'époque? En 2020, les taux étaient extrêmement bas, voire même, ils sont passés même négatifs. Et donc du coup, comme c'était jamais arrivé avant, j'imagine qu'il s'est dit que ça arriverait jamais, donc il a fait ça en se disant que c'était risk-free. Exact. Bonne réponse. Et alors, et après, il a eu raison parce que les taux polonais ont floré à 0%. D'accord. Et puis après, la prochaine fois qu'ils ont bougé, c'était à la hausse quand l'inflation est partie. Mais effectivement, que ce soit la ECB, les taux suisses, les taux japonais, tout était négatif dans le monde G10 quasiment, à part les dollars. Même si dans les taux dollars, les futurs sont passés négatifs en taux implicite. Pas longtemps, un petit peu. Okay. Je peux poser ma question sur le pétrole? Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce que les contrats futurs sur le pétrole en 2020 sont passés négatifs en prix? Ça, c'est quand même incroyable, parce que moi, je l'ai vécu sur le desk, et j'aurais jamais pensé dans ma vie que qu'un prix pouvait être négatif. C'est quand même fou. Ouais. Et c'est tellement fou que j'enseigne la théorie des marchés depuis pas mal d'années, et très longtemps, j'ai dit aux élèves que un prix, c'est floré à 0. Donc, et de toute façon, même dans les graphes de prix, il n'y a même pas de valeur négative. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est très singulier, c'était complètement théorique, et c'est arrivé. Comme quoi l'en dehors de la théorie arrive, comme quoi Taleb a parfois raison, comme quoi les signes noirs existent. Ok, pourquoi? Alors, les contrats futurs sont passés négatifs, donc j'imagine que c'est parce qu'il y avait des problèmes de stockage, puisqu'en 2020, donc pandémie, etc., donc personne n'utilisait le pétrole, donc en fait ça coûtait trop cher de les avoir. Donc en fait, on veut s'en débarrasser. Très bien. Donc voilà, le candidat ne connaissait pas forcément la réponse, il a réfléchi, il a sorti une réponse simple, efficace, rapide, c'est tout ce qu'on attend. Oui, moi j'avais quand même une petite question. Comment on fait pour arbitrer le marché des paris en ligne? Parce que normalement, il y a des gens sérieux derrière qui font que c'est pas arbitrable. Oui, mais Surtout par un étudiant. Non, mais ça arbitrera à petite
faut se méfier des étudiants parfois. On peut- Je rigole, je les aime beaucoup. Non, non, mais du coup, comment on peut arbitrer? En fait, on peut arbitrer à petit niveau. C'est-à-dire Alors, j'y viens. Parce qu'en fait, sur les bookmakers, il y a des offres promotionnelles. Alors pourquoi j'interroge le candidat et pourquoi je réagis? Parce qu'en théorie des marchés, les marchés ne sont pas censés être arbitrables. C'est-à-dire que les marchés sont réputés efficients. L'efficience stipule qu'à tout moment, les prix sont les meilleurs prix possibles disponibles. Mais ça, c'est de la théorie. Parce qu'effectivement, les erreurs arrivent, la différence d'appréciation, et parfois pour des raisons techniques. Un réseau télécom saute à un moment, il y a un décalage de prix entre deux marchés, donc les arbitrages existent. Mais en réalité, la théorie n'a pas complètement tort, parce qu'il y a des arbitragistes, et le métier de ces arbitragistes, c'est de très très vite profiter de l'opportunité, donc remettre les prix à leur bon niveau, Et faire disparaître justement et cet faire arbitrage. disparaître l'arbitrage. Donc c'est pour ça que je questionnais, normalement, vous ne, et je le dis tout le temps à mes étudiants, vous n'êtes pas plus intelligent que les marchés, ça se saurait, sinon déjà vous seriez déjà aux Bahamas en train de vous la couler douce. Donc il n'y a pas d'étudiants qui arbitrent les marchés. Voilà, c'est simple. Et c'est très risqué aussi de mettre ça sur son CV parce que si on arrive devant des mecs qui toute la journée essayent de chercher des strates pour arbitrer et que vous lui dites que vous avez arbitré un marché, voilà, c'est un peu... Il faut faire attention à ce mot-là. Ou alors il faut être très très solide. Et donc, en fait, ces offres promotionnelles-là permettent d'arbitrer le marché, puisqu'en fait, on va avoir des codes qui vont être volontairement supérieurs à ce qu'elles devraient être, parce qu'en fait, ils vont sous-pricer la proba que ça arrive. Et donc, si on mise ça de manière à long terme, avec le fait des grands nombres, en fait, on a une espérance positive, mais c'est limité à 10 € de mise. Enfin, il y a plein de limites, mais en fait, le but, c'est d'attirer beaucoup de gens. Mais c'est vrai que des parrainages où vous allez recevoir de l'argent de telle ou telle banque, enfin, évitez, même si vous mettez un algo en place, etc., évitez de dire que ça, c'est de l'arbitrage. Alors, ça s'appelle l'arbitrage, ça peut être pris pour de la fraude. Donc non, je m'attendais à entendre une bêtise comme ça. Donc oui, c'est une bêtise, on ne fait pas ça. Sauf si c'est assumé par la plateforme. Il y a des plateformes parfois, notamment certaines plateformes de jeux en ligne, qui acceptent parce que pour elles y trouvent leur compte à très long terme. Ça permet de générer de l'attractivité. Mais faites très attention, lisez entre les lignes. La frontière du légal et de l'illégal est quand même très fine. On arrive vraiment sur la fin de l'entretien, mais j'ai vu que tu avais fait l'école 42. Enfin, je suis en train de la faire. Ouais, donc tu es en train de la J'ai faire. commencé une semaine. Il y a que tu as commencé il y a une J'y semaine. suis là, je reviens juste après. Ok, donc alors une petite question facile dans ce Ouais. cas. Est-ce que tu peux, nous donner la suite de Fibonacci et nous proposer de nous la coder de la manière dont tu veux? Ok, donc la suite de Fibonacci. Honnêtement, je l'ai plus comme ça. Je sais que c'est n plus 2, n plus 1 et Ouais. n, mais je Si l'ai tu plus. sommes C'est à n. chaque fois les deux derniers termes de ta suite. Donc J'ai bien compris. c'est f de n plus 2 égale f de n plus 1 moins f de n, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est UN plus 2 égale. Bon, ça fragilise quand même un petit peu le candidat à un suite de Fibonacci, très grand classique d'entretien, surtout pour les entretiens en trading, structuring. En quant, j'en parle même pas. Je pense qu'ils vous feront même pas l'affront de vous demander si vous connaissez la suite de Fibonacci. Mais voilà, bon, ça fragilise un petit peu le candidat. Moins 1, moins. Et UN n. plus 1 plus UN. Ok, très bien. Donc je peux initialiser les deux premiers termes. C'est quoi les deux premiers termes du coup que tu veux prendre? Alors attends. Les deux premiers termes que je veux prendre, Bah, du coup, 0, non. 0 et 1. Ok. J'initialise donc f. Donc f de 0 à 0, f de 1 à 1. Ensuite, pour tout n supérieur à 2, je dis que ce que je viens de dire. Supérieur à 2. Attends. Ouais, pour tout n strictement. Enfin, c'est supérieur ou égal à 2, oui. Oui. Je dis que f de n est égal à f de n moins 1. Enfin, pardon, oui, f de n est égal à f de n moins 1 plus. Attends. Qu'est-ce que je dis? Attends, je me perds. J'ai dit que c'était n plus 1, n. Alors que c'était n plus 2, donc là, oui, je vais avoir moins 2, donc ça va pas aller. Mais je peux initialiser. Oui, j'ai dit que f de 2 valait 1 du coup. Avec les deux initialisations que j'ai faites. Ok, en quel langage? Parce que la plupart des langages, ça commence à 0. Ouais, on le taquine un peu parce que c'est très facile. Ouais. C'est vraiment. alors, non, mais c'est une question, ouais, c'est une Pour question les de base. non-initiés, ça peut paraître impensable. On parle de suite, on parle de Fibonacci, une suite particulière. En plus, c'est une récurrence à deux termes, etc. Bon. Mais pour les petits initiés, c'est vraiment, vraiment du trivial. Donc c'est pour ça qu'on le cuisine un petit peu, de manière à ce qu'il se calme un peu. En plus, on voit qu'il perd un petit peu ses moyens. Il calme un peu, il réfléchisse, il va trouver la solution. Là, on teste un peu ses capacités de... Parce que la question était quand même très simple. Et la suite de Fibonacci, comme tu le dis, c'est un grand classique de la culture mathématique. Et puis même, on joue souvent, effectivement, lorsqu'on apprend à coder avec ce type de série ou de suites qui sont très simples. Donc il aurait probablement dû le voir à un moment ou à un autre. Alors, c'est quoi cette annonce? Tout d'abord, ce projet, c'est le résultat de vos commentaires, de vos retours et surtout de vos messages que l'on reçoit chaque jour de candidats ultra motivés qui veulent rejoindre la compétition. Alors, avec les membres du jury, on a décidé d'organiser un événement unique. Une journée d'entretien exceptionnelle au cours de laquelle nous sélectionnerons un seul et unique candidat qui rejoindra directement les demi-finales de The Finance Games. Si vous pensez être capable de rivaliser avec les meilleurs, si vous pensez pouvoir tenir tête au jury, alors on attend votre candidature avec impatience.
Et pour postuler, c'est très simple. Vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran, nous envoyer votre CV à candidat@thefinancagames.com ou cliquer sur le lien en description. La participation est 100% gratuite et vous avez jusqu'au 7 janvier pour postuler. On a vraiment hâte de vous rencontrer et c'est à vous de jouer maintenant. Mais j'ai dit que. Juste la logique algorithmique. Hein. Même si on veut un langage, imaginons Python, mais juste la logique algorithmique derrière, qu'est-ce que tu ferais quoi? Alors tu peux me Je vais dire faire une boucle une- ouais, je vais while, faire une une boucle for, enfin, qu'est-ce que tu ferais? Après, quelles seraient les étapes? And, if, enfin, ce que Ouais. tu veux quoi, mais juste la logique algorithmique quoi. Mais la logique, normalement, je peux le faire avec une récursivité. Donc je vais. Parce qu'en fait, il dépend de la fonction est un peu. Enfin, je sais pas si on dit indentée, mais en gros, elle dépend d'elle-même. Mhm. Et donc en fait, je vais faire bouger. Enfin oui, je vais faire une boucle. Une boucle. Alors, vas-y, facilement avec une boucle fort. Boucle for. Donc j'initialise F0, F1. Ça, c'est bon. Ça, on a initialisé. Voilà. Ils ont bien initialisé tes Oui. variables. Hein. Ils sont huilés là. On va commencer à te fuser. Ensuite, je dis pour i allant de 2 à n par exemple, je vais dire que f de i plus 2 est égal à f de i plus 1 plus f de i. Bah, f de i plus 2 égale f de i plus 1 plus f de i. Si tu commences à i égale 2, si tu commences à f4, comment tu calcules f3? Oui, mais oui, mais alors je fais f de i, f de Je i bloque moins. parce que je demande Non, F3, mais j'ai pas pardon, de pardon, résultat. je fais f de i. F de i moins 1 et f de i moins 2. Voilà. Oui, pardon. Bon, on arrive à la fin de cet entretien en tout cas. Ellie, merci pour ton temps, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon, la fin de l'entretien, malheureusement, on reste voilà, sur une note, une touche un peu amère. C'est vrai que bon, c'est une question assez facile. Il nous avait souligné que son profil n'était pas forcément très orienté programmation. Je pense qu'à la fin de l'entretien, on comprend en profondeur pourquoi. Attention, attention, attention à ce genre de prestations en entretien. Ça peut être deal breaker, red flag pour des desks, puisqu'il y a certaines professions ou certains tuteurs de stage qui vont vraiment rechercher une machine en code, ou même pas une machine en code, mais quelqu'un qui peut manier du code. Si jamais vous butez face à des petites questions comme ça peut renvoyer un très mauvais signal. Conclusion générale de ce candidat, franchement, je le trouve, je pense que c'est l'un des meilleurs candidats de cette compétition. Vraiment, chapeau. Il maîtrise ses sujets. Je pense que voilà, ses expériences illustrent sa maîtrise de la finance de marché. On sent aussi une réelle connaissance des marchés. Donc je pense que c'est un candidat qui va aller très loin dans la compétition et surtout qui va obtenir, à mon avis, de très belles expériences et je lui souhaite, mais je pense que ça sera le cas, un très beau début de carrière également. Ah oui, un candidat qui a beaucoup de qualités. Par ailleurs, c'est ostensible la différence d'un candidat qui est déjà passé par une salle des marchés et quelqu'un pour qui ça reste très théorique. On est tous passés par là. Moi, ma vision a complètement changé la première fois que j'ai mis le premier pied dans une salle des marchés. Finalement, un conseil qu'on peut vous donner, c'est oser, allez-y, et même, je dirais, sur des fonctions qui ne sont pas exactement la fonction que vous visez, parce que ça change vraiment la vision, ça change la perception, ça rend les choses concrètes, Totalement. et c'est une praxis, comme on aime l'appeler le trading, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'enseignement provient de l'expérience qu'on acquiert, des concepts qui peuvent paraître absolument nébuleux lorsqu'on les voit dans le Hull ou dans tout autre manuel. Exactement, et n'hésitez pas encore une fois à vous former pour préparer vos entretiens, notamment avec le QR code qui s'affiche à l'écran ou via le lien en description. L'idée, c'est vraiment de vous proposer la meilleure formation possible en finance avec des experts et de faire en sorte que vous puissiez décrocher et réussir vos entretiens. En tout cas, Samy, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi. Et j'espère que ce format vous plaira et j'espère honnêtement qu'on vous a apporté un maximum de valeur ajoutée. Je vous dis à bientôt et merci encore Samy. Merci, à bientôt.